Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Il y a plusieurs moyens d'explication de ces évolutions en termes de transition. De transition globale, je ne parle pas de la loi de l'utilisation de Franck et là, qui allie les analyses morphologiques et les analyses sociodémographiques pour expliquer aussi la genèse de ce secteur et ses différentes évolutions dans le temps et dans l'espace pour expliquer ces changements. Donc, ce graphique-là qui est un peu une étape de ces évolutions, de ces transitions, selon les différentes phases de pré-transition, d'accélération, de ralentissement et de saturation pour expliquer comment ces organismes peuvent évoluer dans le temps atteindre le stade de maturation, de maturité, où l'accent est plus non sur les dynamiques internes, donc sur les risques de distribution à l'échelle de la culture et d'autres, voire même dans une phase de développement de béton. Maintenant, je vais sur les propres de croissance des villes. La croissance urbaine, elle est aussi liée à des formes de développement urbain. Et je vais en citer quelques, parce qu'on va ne trouve pas la morphologie urbaine proprement dit. Mais déjà, la croissance latérale. La ville peut se développer dans une dynamique latérale sur un axe donné. Un axe qui s'appelle un axe de développement. Si on prend le cas de Dakar, c'était la route nationale, le long de la N1. Dakar, les Tchad, les Sikam, se développer, Sikam, Fas, ainsi de suite. Ensuite, on se raccorder sur le long de la N, et le développement axial, le bien renforcer le double d'appareillage. On pourrait parler aussi de la voie de dégagement. Donc, on voit ce développement sur un axe ouest-est, par exemple, qui explique que c'est lié en termes de développement. Parfois, ça peut être contraint, par exemple, dans le cas de Dakar, par la topographie. Dans d'autres, ça peut être lié aussi à d'autres contraintes minières, par exemple, dans une région minière, et que les mines soient au sud, au nord, mais ceinture du parc de la ville n'est pas de mais ça peut être aussi lié à une volonté politique d'organiser l'urbanisation sur un axe ou bien sur plusieurs axes. Si vous êtes à l'intérieur du pays, vous avez une route qui vous connecte au nord, à l'est, au sud ou à l'ouest. Vous pouvez organiser le développement latéral sur différentes directions du développement. Donc, pour avoir une structure plus directionnelle ou une direction directionnelle. Par exemple, Dakar s'est développé d'abord sur l'axe sud-nord, du plateau vers l'axe Ouakam-Ngor, ainsi de suite. Ensuite, sur l'axe ouest-est, pour montrer son évolution. On peut en avoir ce développement latéral dans le contexte urbain. On peut aussi avoir une croissance centrée. Ça veut dire que la ville continue à se développer, mais elle va rester dans un processus de consolidation autour des noyaux par couronne. C'est l'exemple de Touba. Quand on voit comment Touba s'est développé autour de la mosquée, la première couronne, deuxième couronne, troisième couronne, où elle est même dans un processus d'intégration de papier décidé. Elle se développe par consolidation autour de ce noyau initial. On va voir que ça va être une forme de assez compacte, assez dense, donc de manière réseau concentré, et pas de ainsi de suite. On peut avoir aussi cette forme-là de développement
tentaculaire qu'on peut qualifier par essai, essaimage dans une logique d'explosion de verre, comme quand une bombe explose. Donc les fragments sont dispersés, la vie aussi est pour se développer sous une forme. Sous forme d'articulé par essai, essaimage, au point qu'elle n'est plus dans une logique de contenance centrée autour de noyau, mais elle est simplement la figure de la bulle diffuse. La bulle diffuse qui se développe. Donc, on est éparpillé, mais dans une discontinuité. Ça veut dire que parfois, on n'est même pas dans la continuité habituelle qui existant, mais on va voir qu'il va se développer beaucoup de petits noyaux autour, dans les périphériques et dans ces axes. Le long des axes routiers et sur les emplois publics, puis les noyaux autour, ainsi de suite. On peut voir aussi la ville sur la ville. Dans les emplois qui parlent par les contraintes, on n'a pas de réserve en termes d'extension de verre. La ville va se développer sur elle-même. Donc on va transformer, on transforme des secteurs qui avaient une certaine vocation. Des fonctions résidentielles, on peut aller en intérieur, on peut changer de fonctionnalité, on peut revoir la voie, la carrière. Donc on est dans les logiques de transformation urbaine, dans les logiques de la ville compacte, par la ville compacte, on est dans contenir le contenant, contenir l'urbanisation dans des limites qui existent et de faire de nouvelles renouvellement urbain. On rénove, on réhabilite, on restaure ces opérations-là pour permettre à la ville d'être adaptée au contexte donné dans cette dynamique. S'il y a aussi des réserves vides, ces réserves aussi, on va les valoriser, on va les occuper. C'est comme si je vous donne l'exemple de l'ancien aéroport international de Dakar. On a créé on a changé, on a créé un aéroport en périphérie. On se trouve déjà en piste assez grande. On va les secteurs urbains entiers pour s'adapter à ces évolutions, à ces chiffres. Quand on parle aussi de croissance urbaine, on parle aussi de modèle. On doit avoir des modèles de croissance urbaine. Comme la ville actuelle se développe sur la base de quel référent, ou bien une superposition de modèles. Parce que la ville est une œuvre continue. Un modèle qui existait pendant un instant T, mais ce modèle va changer. Un autre modèle se met en place. Donc, une seule position du modèle reste. Et quand on parle de modèle, on est dans l'ordre de l'idéal. C'est des choix, c'est des désirs, c'est des valeurs qu'on veut projeter dans l'espace. Pour que ces valeurs-là puissent trouver une tradition matérielle pour qu'elles puissent concrétiser à travers cette matérialité-là pour renvoyer à une dimension symbolique, refléter une architecture, traduire un mode d'administration et de gouvernance, la rhétorique par les troupiers du chef d'État. Touba a daté des moules. Comment, par exemple, Touba, c'est un modèle urbain, un modèle urbain fabriqué par les bureaux. Les bureaux qui produisent la ville à partir d'un projet de société que le guide avait déjà imaginé, même s'il n'a pas réalisé, il a imaginé, il a esquissé le projet. Et donc les gens ont essayé de matérialiser cette volonté autour de la grande mosquée, qui est déjà une pièce symbolique, à partir duquel la ville s'organise et se développe. Et tous les axes vont se converger autour de ce lieu symbolique
on voit que tout s'organise et s'organise avec son architecture, son caractère imposant, son lampe pas d'instinct, et de suite, il renvoie à ça. À côté de ça aussi, comme mode d'administration, ce n'est pas le maire qui gère le pouvoir, d'autant plus qu'il est mal élu. Les élections de maintenant, c'est le vote blanc qui a été dominé à pouvoir. Mais c'est parce qu'il a choisi, il est maire. Il n'a pas eu de possibilité pour lui. Mais il a eu une religion. Il montre aussi ce mode d'administration par les religieux sur la base de son projet, sur la base de ses aspirations en s'appuyant sur les chefs de village. Et les marabouts qui sont dispersés autour des villages. Chaque village, on donne des indicatifs sur le foncier que vous allez gérer. Le responsabilité, c'est à vous de découper le morceau, et pour favoriser l'implantation. Et c'est comme ça que la vie s'est développée, c'est comme ça qu'elle est gérée. Même quand vous allez le Maroc, vous allez voir que même si tu vois ce canal qui collecte les taxes sur les publics, sur les publicités, la vie ne reçoit rien, alors qu'elle est restante. Donc on dit aussi, même le monde d'administration de gouvernance pour donner le cas extrême du pouvoir, donc on peut renvoyer à ce modèle de référence. Et quand on parle maintenant de modèle urbain, on peut déjà se référer à deux types. D'un point de vue théorique, on va s'inscrire dans une réflexion théorique pour imaginer ce qui doit être la vie d'un point de vue morphologique, mais également d'un point de vue fonctionnel. Donc, on va théoriser le modèle urbain pour dire que voici la vie idéale. Comme Platon avait essayé d'expliquer la cité idéale. On ne peut pas avoir la cité idéale sans en avoir le modèle urbain. Par exemple, dans cette cité idéale de Platon, par exemple, l'enjeu, ce qui était déterminant, c'était l'accès au centre. L'égale distance d'accès au centre, parce que le centre était le lieu de la prise de décision. Et si on est dans un modèle juste, tout le monde doit avoir un accès équitable à ce centre. Maintenant, si on est dans un modèle qui est basé sur une hiérarchisation sociale, on va voir que l'accès à ce centre là-bas est différent. C'est comme tout va. Si vous prenez tout le premier noyau autour de la grande mosquée, vous voyez que les familles malades, de Seyni Fali. Donc la famille de Seyni Fali, tout autour de la mosquée, et la première couronne, les premières constructions tous, c'est les grandes familles malades, maraboutiques qui sont déjà là-haut, autour. Après maintenant, les autres peuvent s'organiser autour incident. Et de suite, en termes d'organisation et de fonctionnement. Donc on dit aussi, et il y a eu beaucoup de théories liées notamment qui sont développées dans le début du XXe siècle autour du modèle de la ville. Peut-être que Karl Marx n'est pas allé jusqu'à esquisser le modèle urbain, mais beaucoup de ces théoriciens avaient déjà pensé à la ville idéale durant cette période. Et on va voir que Ernest Howard va être l'un de ces penseurs qui a le plus systématisé ce modèle urbain qui a été répliqué dans de nombreuses villes, dans de nombreuses régions du monde. Donc, ça veut dire que le modèle, ça sert de référentiel. Par exemple, aujourd'hui, on ne parle plus du modèle de la ville dure, comme si la durabilité doit servir de base, de référent en matière d'aménagement urbain et en matière de planification urbaine. Comment faire pour que le social, l'économie et l'environnement soient pris en charge. Comment faire pour que l'un n'ait pas des impacts négatifs sur préserver l'environnement, créer des richesses et distribuer la richesse. Maintenant, comment traduire ça complètement dans un projet urbain? Donc c'est ça que dit la ville
propose la ville durable, la ville durable. Tel modèle d'aménagement. On ne parle aussi de la ville, la smart city, la ville intelligente. Dans la ville intelligente, ce qui est mis en avant, c'est la technologie. Tout doit pouvoir se gérer par le numérique, par les technologies de l'information, où l'accent est mis sur l'infrastructure. Quelle est l'infrastructure qui doit positionner ça? Optimiser l'éclairage public, optimiser les feux de signalisation, optimiser le fonctionnement de l'ensemble de l'accès aux bâtiments, aux équipements, aux infrastructures, aux aides, aux services, jusqu'à la création de richesses. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui vont dans ce sens. Et on va voir que la dimension normative est très présente. Quand on parle du développement durable, on va parler de la mixité fonctionnelle. On va parler de la mixité fonctionnelle, de la mixité sociale, difficile à réaliser. Mais c'est des principes qu'on va énoncer. Et ces principes énoncés, on veut qu'elles se traduisent dans l'espace. On connaît le modèle de la ville coloniale. Le modèle de la ville coloniale, c'est de séparer les autochtones des indigènes. Tous les indigènes qui étaient dans le contrôle, tous ces villages agricoles ont été déplacés pour être implantés à la Médina. Donc la ville blanche, la ville indigène séparée par un cordon. Aujourd'hui, et on fait passer ces équipements qu'on voit, RTS, ainsi de suite. Donc, il faut voir que là aussi, c'est des modèles urbains pour donner une idée sur modèle urbain. Et aussi, sur cette base, aussi, la croissance urbaine a été théorisée. Par exemple, Gibbs a proposé un modèle de croissance urbaine basé sur 5 étapes. Elle se développe sur la base de ces différentes étapes. La première est celle de l'émergence, avec un taux de croissance démographique inférieur à celui du milieu rural. Vous voyez qu'il y a un lien avec la transition urbaine qu'on a écrite. Donc, pour l'effet de l'apport rural ou l'effet de l'exode rural dans la première phase d'émergence où la ville n'a pas encore les ressources démographiques du capital qui se développe, qui se construit et va le faire par rapport. La deuxième, c'est le renversement dans l'inégalité du taux. La population urbaine, le taux de croissance urbaine devient prépondérant sur celui rural. Mais la population rurale continue à évoluer. Donc on n'est pas dans une logique de pompage, mais on est dans un contexte où c'est les variables naturelles qui deviennent les facteurs déterminants. Et la ville prend le dessus en termes de dynamique. La troisième étape, là, on va voir que la ville s'impose et les populations rurales diminuent, ça ne fait pas être de pompage, mais ça veut dire au fait aussi peut-être que beaucoup de tactiques de ces mondes ruraux vont vers les villes et que les villes constituent une croissance qui est de une dynamique naturelle et un apport extérieur. Et la quatrième phase maintenant, c'est celle de la concentration urbaine. Où non seulement on a un effet de concentration avec le développement des agglomérations, mais surtout le développement des petites villes. Ça dit en temps de nombreux villages ou de nombreux bourgs ruraux sont érigés en ville, accès au stade de loin et deviennent sortent du secteur rural pour devenir des villes, les petites villes par exemple. C'est comme si on est qu'une guerre qui est un village
est devenue une ville. Diamniadio, qui est un village, est devenu une petite ville. Seconda est devenue une ville. Est devenue une ville. De nombreux villages accèdent au rang de ville, maintenant avec une petite ville qui se développe. On est dans une phase de concentration. Non pas dans les grandes agglomérations, mais sur l'étendue de l'espace avec cette multiplication des petites et des villes. Maintenant, la cinquième étape, c'est la diffusion. C'est la diffusion globale. C'est la diffusion globale. On perd en visibilité. On perd en visibilité même de ces formes d'extension urbaine parce qu'il y a une forte implications dans une logique d'essai. La grande agglomération se développe, ces petites villes se développent au point où on est dans ce qu'on appelle une urbanisation diffuse. Vous ne pouvez pas parcourir des distances sans voir cet agglomération urbain dispersé dans cet espace-là, dans une mosaïque urbaine. Dans une mosaïque urbaine, donc on appelle la diffusion complètement. Et donc, montrer que dans cette évolution, même le rapport avec le village va être différent. Je vais toujours vous donner le cas de Touba. Au début, lorsque Touba se développait, c'était la peine vers Touba. Donc, venez donc tous les bruits du monde entier, venez habiter la terre sainte où on distribue gratuitement le foncier. Et on a vu de nombreux villages. Au début, on était dans une logique de pompage. Beaucoup de villages de Galétie se sont déplacés pour brûler à tout. Donc, on va accomplir ce monde de village. Mais après, ce n'est plus dans une logique de pompage. Maintenant, c'est Touba qui le fout. C'est Touba qui le remplit. Donc, dans une logique de non plus de pompage, mais de remplissage. Maintenant, Touba s'appuie sur les villages autour pour se développer après avoir pompé dans un premier stade. Ensuite, les pouvait injecter donc la population pour qu'ils se construisent et se développer. Depuis longtemps, je vois sur des quartiers là, dans Touba à Faro, dans cette diffusion urbaine, et d'évolution. Berthier et Luger aussi ont utilisé la croissance urbaine autour de trois étapes. Trois étapes de la croissance urbaine. La première, ce qu'il appelle la phase d'émergence de l'équilibre ville-campagne. La phase d'émergence de l'équilibre, c'est comme si ça correspondait à cette première phase de guide et celle de la transition urbaine. Donc, la phase d'émergence et l'équilibre. Et là, c'est le début, on voit que l'émergence des villes dans les sociétés profondément rurales, le politique et le religieux a joué un rôle important. Je pense que ça, vous l'avez déjà vu dans l'histoire donc, des villes, notamment ces deux acteurs vont jouer un rôle important de par le volant. Et là, dans cette phase, on va se référer à l'Égypte. Tous les grands pharaons ont créé une nouvelle capitale, donc une nouvelle ville. Memphis, Thèbes, ainsi de suite, pour vous voyez, les autres qui sont allés créer des villes sur la base de leur modèle, sur la base de la croyance religieuse de l'Égypte. Donc, le pouvoir religieux est important, le pouvoir laïque est important, le pouvoir royal jouer un rôle important, surtout dans ce pays où de nombreuses villes étaient le fait notamment du Moyen-Âge, le fait du pouvoir monastique, et le monastère qui joue un rôle
la Guadeloupe va jouer un rôle important quand le politique est bénéficié et a bénéficié ce développement. Avec le commerce qui joue un rôle important dans le développement de cette ville par la fonction qu'elle favorise dans les échanges, dans ses complémentarités de la figure urbaine, mais également pour organiser sur le plan politique, donc dans une phase d'émergence et d'équipe développée jusqu'à bas. La deuxième phase, la phase de concentration et de la domination urbaine. Donc ça veut dire ici l'équilibre et les remises en question d'un point de vue social. La population urbaine étant prépondérante, mais également même sur la base du partage des fonctions politiques et égaux. Si les villes de la phase d'émergence dépendaient de tout, presque du monde rural, pour s'alimenter, et le commerce n'était que l'échange de produits agricoles. Maintenant, dans la deuxième phase, les villes vont se positionner dans le développement, non seulement économique, mais aussi dans l'organisation et la gestion de ces économiques. L'artisanat va se développer, l'industrie aussi va apparaître, et on va voir que même le commerce, la finance, tout ça, c'est des fonctions qui vont se développer dans les villes et les campagnes vont faire ce rôle au profit des villes. Des villes. Donc, on ne sait pas regarder l'histoire des villes sénégalaises, notamment les escalteurs, Ferbière, et regarder le rapport avec la GTV. Il y a le cas comme tu vas voir, le cas comme les Kébémer, comme les dames, comme donc Guinée, comme les cafés. Toutes ces villes-là et les 7 mandats pour organiser le contenu, là, drainer pour organiser la culture arachidienne et drainer mettre dans le rail au profit des métropoles. Donc, dans cette économie arachidienne, on est plus dans le politique des cultures culturelles, mais on est dans les cultures de ranch. Donc, les villes se développent pour des campagnes dans une concentration urbaine, en développant des formes commerciales et des idées dans ces relations, parce que le pouvoir économique est le pouvoir politique, mais surtout le pouvoir commercial, le gouvernement et les marchands dans les villes, le poids qui vont affirmer ces populations. Arrivant même pour pousser dehors des humains, la loyauté dans le contexte même, c'est une loyauté qui est exclue, et aussi la loyauté bordée, on dit parce que le pouvoir économique a été la place de la création de Versailles par 14 années de mai, en disant, on voit dans ce cas-là qui se développe. C'est pourquoi il a moins d'emprise, il a fait personne sortir et aller ça, aller. C'est pour ça, c'est depuis le Moyen-Âge jusqu'à dans cette phase de c'est pourquoi on parle de la vie du capitalisme industriel, la vie du capitalisme industriel, soit le développement industriel, le rôle des ports maritimes et flux. C'est le cas du développement du commerce, mais également dans l'urbanisme. Toutes ces états, toutes ces villes, les villes totalement de l'État. L'Italie, c'est une ville qui avait un pouvoir économique, commercial assez fort, comme les polices, les chefs et autres. Une ville allemande, Freiburg et autres, qui avait ce pouvoir-là pour activer les possibilités et se gérer. Et se gérer parce que vous avez cette assise économique, mais également commerciale. C'est aussi le passage de la manufacture à l'usine, qui va jouer un rôle important dans l'agglomération de population, mais également agglomération d'activités qui vont consolider le processus d'urbanisation des villes
mais également renforcer l'emprise urbaine sur les sols, sur les campagnes. Je pense que tout ça, si vous vous rappelez de vos leçons sur la révolution industrielle, vous allez voir que cette bourgeoisie aussi, elle n'a pas seulement développé l'industrie, mais aussi ça va de pair avec les langues l'ordre. Ça va de pair avec les langues l'ordre. Ça veut dire l'accaparement de vastes domaines fonciers qui vont développer du modèle. Et le meilleur modèle, c'est l'Amérique là, c'est l'Amérique latine et c'est Haciendas. Donc l'Amérique latine et c'est Haciendas. Vous allez voir jusque là-bas, vous allez voir des familles qui ont presque 10 000 hectares, pendant que les autres n'ont rien. Donc l'Amérique latine est un bel exemple en matière d'expropriation foncière. L'Afrique du Sud, qui est l'exemple de l'Afrique, l'Afrique du Sud aussi. Même à Dakar, on l'a constaté. Même lorsque Dakar s'est développé, à partir des années 60, ce qu'on a connu des paysans du dimanche, c'était tous ces fonctionnaires, ministres, directeurs, qui allaient dans la journée acheter des verres à Sangalkam, surtout dans l'ancienne commune rurale de Sangalkam, à Sénégal, qui a acheté 1 hectare, 2 hectares, clôturés avec des résidences secondaires. 50% du foncier est passé entre les mains de ces paysans du dimanche. Et donc, ces paysans du dimanche, avec la ville, qui organisent l'extension urbaine pour capter la rame foncière et qui nous viennent pour montrer que ce processus-là aussi, il ne s'agit pas seulement d'une domination sur l'économie, mais également sur le foncier rural, l'emprise de l'urbain sur le foncier rural. Vous allez dans les environs de Dakar, dans les environs de Thiès, dans les environs de Bourg, et vous allez les voir toutes ces cités. L'effet aussi du chemin de fer sur l'industrialisation et la concentration. Peut-être à un moment, les villes étaient obligées de se développer autour des ressources minières, autour des carrières de charbon, autour des mines. Mais avec le développement ferroviaire, elles sont plus liées aux sites miniers. Là, je peux développer l'activité industrielle à 500 ou 1000 kilomètres. C'est des effets aussi qui vont avoir favorisé cette concentration de l'industrie dans cette concentration qui est perdue. Le meilleur exemple, c'est la roue et les villes là, la colonisation de la roue dans l'Allemagne industrielle. Donc, il constitue un élément de ce capitalisme. L'autoroute aussi va avoir un effet. L'autoroute aussi va avoir un effet sur la croissance urbaine. Il est considérable sur la croissance urbaine. L'effet de l'autoroute passe le développement le long des axes routiers par les mobilités favorisées par l'autoroute. On peut seulement regarder le cadre du Sénégal. Parce que quand vous regardez comment le réseau urbain sénégalais est organisé durant la période coloniale jusqu'aux années 60 autour du ferroviaire, l'axe Dakar-Saint-Louis, l'axe Dakar, tout va l'axe Thiès-Kao. Car là, vous allez voir que le réseau urbain est organisé autour du ferroviaire. Lorsque l'État a décidé de favoriser le développement des transports routiers au détriment du ferroviaire, tout le système urbain a changé. Toutes les villes qui étaient autour du chemin de fer sont tombées en l'air. Guinée, ainsi de Kaffrine, ainsi de suite. Elles sont tous tombées en. Il n'y a que celles qui étaient très bien positionnées sur les réseaux routiers qui ont tiré leur épingle. Ça, c'est la meilleure économie. Donc, nous sommes urbains avec l'effet de l'autonomie, l'effet de la route, l'effet des routes, l'effet des riches. Et jusqu'à présent, le Sénégal est plus ou moins que cette bourgeoisie. Donc, pourquoi transporter les produits par la route quand on peut le faire moins cher et avec moins d'accidents
moins pollué que le ferroviaire est conduit toujours avec l'accent sur la route, donc des choix politiques qui aussi ont des incidences sur la structure urbaine et le développement des villes, par exemple. L'étape 3, c'est la diffusion urbaine comme gouvernement d'intégration spatiale. Ça, c'est ce qui caractérise aujourd'hui de nombreuses régions urbaines. Au point qu'on parle de l'urbanisation du flux, c'est-à-dire optimisée à travers la chita du flux. Donc, cette diffusion urbaine, on peut appeler la dispersion, l'éclatement de ces fonctions dans l'espace, qui a créé un nouveau phénomène qu'on appelle la périurbanisation. Oui, on peut y jouer dans cette dans le métropole et de moyenne majorité marine. La Chine, tous ces pays-là, c'est les plus grandes métropoles. Et c'est toujours des pays riches. Voilà. L'Inde est encore à devenir de riches. La Chine, alors qu'elles ont des métropoles des riches, les grandes métropoles mondiales aujourd'hui, elles sont asiatiques. Mais l'Asie aussi est la région la plus rurale au monde, qui est presque au même niveau que l'Afrique. Dans ce phénomène de l'urbanisation diffuse, on lie au développement de l'automobile avec le phénomène de la périurbanisation. C'est quoi la périurbanisation? C'est quoi la périurbanisation? L'extension de la ville dans la périphérie. Ça veut dire que la périurbanisation déjà grande, la quantité de donc ça veut dire que le développement discontinue de la ville dans ses environs, notamment dans les pays de la proche. Ce qu'on traduit par la naissance de la banlieue pavillon. Parce que les villes industrielles, la banlieue est associée au développement des villes industrielles. Le moyen central, les faubourgs médiévaux, voilà. La banlieue industrielle, la périurbanisation, la périurbanisation qui est venue aussi avec le développement de l'automobile, c'est le moyen de transport et de communication qui ont favorisé cette diffusion, cette distinction, l'éclatement de la ville en tâche publique, ainsi de pour la non-ville, c'est que ça inclut aussi la non-ville pour caractériser ça avec l'habitat pavillon, qui va sembler une part importante de la population urbaine, notamment dans les pays développés, comme aux États-Unis. L'essentiel de la population qui vit dans les pavillons pavillonnaires, il y a les pauvres qui restent dans le centre de c'est l'inverse encore. Les pauvres sont dans le centre, les pauvres sont dans les périphéries, les riches sont dans le centre, par moins dans ce secteur. Dans nos villes, c'est plus complexe. Parce que même aussi dans ces périphéries, on peut y retrouver des catégories sociales très aisées, c'est surtout la diversité de cette composante socio-développementale, notamment durant la période actuelle. Si les petits individus là, c'était surtout pour cette population, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et à partir de ce moment aussi, la notion d'agglomération commence à prendre une place importante. Ça veut dire qu'on ne définit plus la ville par elle-même, mais par la notion d'agglomération. Parce que l'agglomération va mettre l'accent sur les fonctionnalités, sur la continuité
que sur la productivité. Donc, ce sont les liaisons, les relations qui sont déterminantes. Les migrations parties, les aires de polarisation autour des bassins d'emploi, les bassins de vie, la localisation des services et de fréquentation. Donc, c'est sur la base de ça qu'on va raisonner en termes d'agglomération. On va parler d'agglomération fonctionnelle, d'une terme. Donc, les relations qui correspondent plus au réalisme de fonctionnement de vie, qu'à la notion de vie telle que nous définie pour penser dans le cadre. Quelques impacts aussi de cette croissance urbaine. Donc, pour dire que la croissance urbaine, elle peut créer de la ressource, elle peut favoriser une densité sociale, une densité fonctionnelle, une densité des activités économiques qui crée de la richesse. Qui constitue surtout la ville, c'est ça. La ville comme étant une ville de concentration, comme étant un élément qui a toujours fonctionné sur la base de la densité des économies spatiaux, sur la travail, sur la maximisation des interactions sociales, des interactions économiques pour favoriser son développement, créer la richesse produire et favoriser les mobilités principales. La croissance urbaine aussi a un impact sur l'environnement. Parce que la ville aussi est une consommatrice de ressources. Elle consomme beaucoup d'eau. Par exemple, pour la production de Dakar, on est obligé d'aller à 300 km. 300 km. Donc, pour chercher l'eau pour alimenter Dakar. Aller jusqu'au lac 2, lac de Guerre, Carnis 1, Carnis 2, Carnis 3. Maintenant, on parle de Carnis 4. On parle même de l'exploitation des eaux maintenant de l'océan. La désalinisation, c'est la question de l'eau à Dakar. Donc, elle consomme beaucoup de ressources, de l'eau, beaucoup d'énergie. Les débats, je vous le rappelle, COP 21, COP 22, je ne sais quelle rencontre on ne parle pas de ces questions-là. La question du changement climatique, la question de la transition énergétique, transition écolo, c'est transition agroécologique, donc transition, que des transitions pour montrer comment on doit aller vers ces changements. D'abord, le charbon de bois, aujourd'hui, le gaz, l'électricité qui consomme beaucoup de ressources végétales, minières, naturelles. On pollue aussi la pollution de ces eaux, de ces ressources. Donc, les nappes de Dakar, on ne peut plus les utiliser parce qu'elles sont polluées. On n'a pas un réseau d'assainissement permettant de collecter l'ensemble des eaux usées et pluviales et traitées avant de les injecter dans la rivière. Avant, Dakar fonctionnait principalement sur la base des forages qui étaient là pour s'approvisionner du parc important de ça. Ces forages-là sont fermes, ou bien on va les réactiver depuis la saison des pluies pour que la nappe donne ça au marais, au marché de la zone urbaine pour soulager toute la nappe et les inondations et les inondations. Et aussi, donc ça contenant de la pollution sous ces différentes formes, pollution sonore, tous les yeux, la pollution sonore, pollution olfactive, environnementale, le littoral, la mer qui est comme un déchet, on va compenser en déchetterie. Donc, dans nos pays graves, le marché solution plastique recyclée, on va prendre la place du Sahara, à niveau de prix du jour. Je ne crois plus pour travailler les sachets de plastique et reste des déchets communs. Comme il faut, donc, c'est pas pour là, l'environnement, les changements
climatique. On parle d'îlot de chaleur. La notion d'îlot de chaleur. La vie, avec cette concentration-là, consomme beaucoup d'énergie, mais aussi génère beaucoup de chaleur qui impacte aussi sur le cadre et les conditions de vie des gens. Tout ça, c'est des difficultés. Surtout dans nos villes, les camps, notamment le Cacta, ont été implantés sur des sites très contraints, des sites très contraignants. Dakar, Abidjan, Lagos, Conakry, Cotonou, une cité que c'est villes dans les cas où beaucoup de difficultés et de contraintes sur ce plan. Ça qui beaucoup d'externalités négatives. La ville aussi, la constitution aussi, pose également la question de la pauvreté. Parce que de nombreuses villes, notamment du sud, se développent sans une certaine planification, ou bien les pouvoirs publics n'ont pas un maîtrise de l'extension de des villes. Donc il y a des zones d'habitat dédiées, il y a des bilans. Il y a des bidonvilles, il y a des slums, vous avez les faveurs, vous avez les favelas, vous avez regardé la Cité des Dieux, hein? Vous avez regardé ce film, la Cité des Dieux, vous regardez ce bon film, basé sur le documentaire, la Cité des Dieux, comment les gens vivent dans les favelas brésiliennes. Des villes latino-américaines, ou même les policiers qui rentrent dans la cité, ils ont peur. Ils ont peur, ils vont rentrer par des voitures blindées qui vont les difficultés qu'ils ont. Et quand on regarde, par exemple, la population vivant dans les villes, on voit que l'essentiel, c'est dans les villes africaines et asiatiques. Les villes africaines et asiatiques qui concentrent l'essentiel des bidonvilles. De la planète, pour aussi la question de ces inégalités dans la capacité à gérer, mais également à encadrer l'extension de ces villes, en général. La pauvreté urbaine, seulement pour vous donner quelques exemples, la pauvreté qui se vit dans ces paysages dans des villes où tout manque. Des réseaux d'évacuation des eaux usées à ciel ouvert, on imaginerait que l'impact sur la santé, le panique sur la santé du panique pour les gens avec, c'est simplement les enfants. La question de l'accès à l'eau dans ces villes, on va chercher l'eau dans les formes, dans les conditions vives, qui fait qu'il faut la question de la dignité urbaine, donc la question vraiment de l'environnement urbain qui devient un facteur pour poser les problèmes dans ces villes avec le développement de l'habitat précaire. Même en Dakar, il y avait des temps, la Médina, il y avait des baraques. On est passé des baraques aux maisons. Si, il n'y a que des baraques. Si vous y allez maintenant, vous allez même trouver des baraques dans cet essai. C'est que même dans le plateau, il y a encore des baraques. Il y a des baraques dans cette société. Pas de baraques à Yébel, non, à Némenet, un exemple d'urbanisation. Des baraques, on est passé maintenant des maisons à 2, 3, 5. Et ensuite, aux terrasses qui montrent ces évolutions, ces transformations du paysage urbain. Avant, les gens construisaient par des matériaux de récupération, les barils constructifs, les planches de bois, les fenêtres, tout ça, on amassait pour construire son habitat, l'habitat précaire, qui est un habitat propriétaire de ville. La ségrégation sociale et spatiale aussi. La ségrégation sociale et spatiale, qui est aussi un problème lié à la croissance
urbain. On n'a pas les capacités de se localiser ou de résider partout dans la ville. Il y en a qui ne peuvent pas habiter le plateau, d'autres qui ne peuvent pas habiter les Almadies, les quartiers planifiés, qui sont obligés parfois de se reléguer, d'être relégués dans des zones assez lointaines. Dans les zones assez lointaines. Quand on parle des villes ségrégées, aussi c'est autre chose. Les villes de l'apartheid, les villes sud-africaines, sont toujours marquées par cette série. Même si l'État post-apartheid essaie de lutter toujours contre ce phénomène, c'est de vrai structures sud-africaines et notamment les villes brésiliennes, notamment le Brésil et l'Afrique du Sud. C'est là où on a le plus fort exilé. Sénégal, c'est lié à la ségrégation sociale, n'est-ce pas? Ça, c'est de manière délibérée. C'était le cas de l'Afrique du Sud, qui était une bonne politique, mais également par les mécanismes de malversation foncière immobilière, ce qu'on observe dans nos villes, Dakar, dans d'autres villes, et qu'on observe par exemple à la terminalité de Gaulle, une offre que d'autres peuvent acheter. Donc, par les mécanismes de malversation foncière, on crée aussi ces phénomènes. La gentrification sociale aussi. Souvent, ce qu'on dit, les grands projets urbains s'accompagnent plus souvent parfois de ces processus. On aménage un nouveau quartier. Si on ne prend pas des mesures pour permettre aux populations qui étaient là de rester, des risques d'être remplacés par d'autres catégories plus aisées. On le voit à Dakar, dans le secteur qui se transforme. Peut-être bientôt, on va voir, bientôt même à Guédiawaye avec l'effet du BRT, vous allez voir d'ici 5 ou 10 ans, la population de Guédiawaye va complètement changer. Les gens, c'est des espaces de plus en plus attractifs, de plus proches du centre. Vous voyez que toutes ces zones-là, très accessibles, vont commencer à changer, sans une fonction vont être plus attractive. Certaines catégories sociales qui ne voulaient pas aller aussi loin vont commencer à y aller, à s'installer. Les coûts de la location vont augmenter. Si vous n'êtes plus capable de payer, les gars vont toujours faire des réflexions, quitter, ils mettent la peinture, et ils doublent le prix. C'est comme ça que ça se passe et qu'on change de population, on change. La fragmentation sociale ou spatiale. Donc, montre des espaces qui sont proches, mais complètement différenciés, qui marquent ces effets de frontières sociales, pas physiques, où des ensembles se côtoient, mais avec des populations très privées. Car même on a des ici, des fragments sur les balles, parce qu'on teint ici tout. Et de l'autre côté, la vie, la misère et la vie après, précaire qui montre cette fragmentation sociale, spatiale dans la ville, avec ces inégalités croissantes, comme c'était dans partout en France, les villes secondaires, ce n'est pas séparé, les villes du sud, dans toutes les villes, vous allez voir ces effets-là de la fragmentation sociale et spatiale. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie sur les groupes urbains. Donc, pour revenir un peu sur les grands éléments, les formes urbaines, comment elles se décrivent par les plans et des parcelles, les formes d'habitat vertical et l'étalement urbain pour ces espaces. Et nous allons commencer par un peu revenir sur la morphologie urbaine.
en prenant la définition qu'Antoine Denis a dit dans son ouvrage que je vous ai présenté la dernière fois, morphologie urbaine, architecture, géographie et aménagement. Comment il a défini la morphologie urbaine? La morphologie urbaine est l'étude de la forme physique de la ville, de la connaissance progressive de son tissu urbain et des rapports réciproques des éléments de ce tissu qui définissent des combinaisons particulières des figures urbaines, qui peuvent être par exemple des rues, des places, des espaces publics. Donc, la morphologie donc, c'est surtout l'étude de la forme de la ville. La forme physique de la ville dans sa matérialité. Et cette matérialité de la ville, on ne peut pas l'étudier maintenant sans se référer à ces différentes composantes. Par exemple, on peut dénommer, quand on parle de tissu urbain, la question des rapports entre les éléments qui composent ce tissu urbain, les combinaisons qu'elles peuvent donner lieu pour créer ce qu'on appelle l'espace urbain. Donc, la dimension descriptive des formes qui apparaît dans cette définition, mais il parle aussi de la connaissance de ce tissu urbain. Comment il est organisé à différentes échelles. Quels sont les rapports entre ces éléments de ce tissu urbain, les combinaisons? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça produit comme forme, comme organisation, comme agencement, est-ce que et on dit que ce l'étude de la morphologie urbaine ne reste pas seulement sur la dimension physique. On ne peut pas analyser une forme urbaine d'un point de vue physique sans se référer au contexte économique. Parce que la forme est d'abord une forme sociale. Donc, on a d'abord la forme sociale qui va produire la forme urbaine. Donc, toute forme urbaine est liée à un contexte spécifique. Donc, l'analyse des formes urbaines doit être toujours rattachée à leur historique. Quel est le contexte qui les approuve pour le contexte social, le contexte socio-économique auquel ils se rattachent. Et on ne peut pas parler de la forme sans parler de son contenu. Forme, contenu et signes, des significations. On perd la forme, quel est son contenu, quel est le sens qu'il y a derrière la forme. Donc, ces trois éléments-là qui sont derrière, non pas seulement la forme, quand on a la forme, ensuite il faut l'expliquer, il faut l'expliciter et le rattacher à un contexte historique. Ce historique est économique. Il faut renvoyer aussi à des signes, à des significations, parce que les formes ont du sens. Parce qu'il faut se dire que presque jusqu'au 19e siècle, la vie était considérée par ses concepteurs comme une œuvre d'art. Comme une œuvre d'art qui doit être belle, qui doit être beau à regarder, qui doit être esthétique, mais également fonctionnelle, pour qu'il y a toujours des dimensions symboliques, voire des dimensions axiologiques, des dimensions axiologiques qui renvoient à un rapport au monde, qui renvoient aux valeurs de la société, qui renvoient aux valeurs de la société et qui va orienter la vie dans son développement ou dans ses évolutions. C'est pourquoi quand on parle de la morphologie urbaine, elle peut être étudiée sous différentes formes. On peut mettre l'accent sur la morphologie spatiale et étudier la ville dans une perspective de morphologie spatiale. Donc, ce que les géographes savent bien faire avec ces paysans
les formes urbaines, la structure urbaine, les fonctionnalités, comment il s'appelle, comme ambiance, comme structuration, comme type d'espace urbain et d'autres. Donc c'est ça l'approche spatiale de la morphologie de l'analyse des formes, mais également l'analyse des pays, des paysages. On va revenir sur la notion de pays, des paysages. Parce que c'est difficile de séparer les deux paysages et formes urbaines. Même si le paysagiste, on a des spécialistes dans l'aménagement urbain, on a des paysagistes. Le paysagiste, c'est lui qui est spécialiste de l'aménagement paysage. Quel paysage urbain on va produire? Comment on va relier le bâti, la nature, les espaces urbains pour créer quelque chose qui a de chance, mais quelque chose qui a de la qualité. Mais la vue aussi, la forme et le perche. La forme et le perche. La forme et le perche. Donc, à partir du moment où elle est perçue, elle est d'abord au pays et au paysage qui s'offre à nous. Donc, on ne peut pas étudier les formes urbaines sans analyser les pays, les paysages. On va voir que cette notion de paysage va avoir une place importante, même si l'objectif ce n'est pas l'analyse du pays, du paysage. L'analyse des conditions historiques et socio-économiques de leur apparition dans le pour ne pas analyser la forme sans s'intéresser à son contexte de création. Comment il a été créé, comment il apparaît. La forme aussi, on ne peut pas analyser la forme sans s'intéresser à la représentation du sol. Sans s'intéresser à sa représentation du sol social. Comment on a décidé, pourquoi à Touba on a décidé d'organiser la ville autour de la Grande Mosquée? Est-ce que c'est un souci purement fonctionnel? Ou bien qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la représentation sociale qui est là? C'est notre qui vote dans cette représentation sociale qui est importante. Pourquoi on a décidé que le cœur de la ville, ça va être incarné par la fonction religieuse et non pas la fonction économique, alors qu'on sait que les Bambars sont d'abord intéressés par l'économie avant par le religion, ils n'ont pas de sentiment dans les affaires économiques. Pour laisser derrière des croyances religieuses vraiment. Donc pourquoi, dans ce problème-là, on a organisé cette vie autour de la fonction religieuse et non pas de la fonction économique. Toutes les formes qui vont s'ensuivre vont être minées par cet événement. Donc, d'où la question des représentations sociales qui sont associées à la création de ces formes urbaines. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important qu'il faut toujours questionner pour analyser la production de la route et de l'espace. Pourquoi s'intéresser? Ça veut dire que les formes, il faut les décrire, oui, mais les formes aussi, il faut les interpréter. Il faut les interpréter pour les relier à des représentations, pour les relier à des contextes géographiques, historiques et socio-économiques. C'est pas là qu'on peut analyser et expliquer la ville dans ses évolutions, dans ses paysages et dans sa spatialité. L'analyse morphologique essaie de faire ça. Et l'analyse morphologique aussi, on ne fait pas l'analyse morphologique pour faire une analyse morphologique. On le faisait pour répondre à des questions précises. Parce que la finalité, c'est l'aménagement de. On ne peut pas planifier une ville, on ne peut pas intervenir dans une ville, on ne peut pas organiser son
une extension si on n'analyse pas la ville dans sa globalité. On va étudier certes le point de vue socio-démographique, on va étudier son économie, on va étudier ses services, mais on va étudier dans son organisation et dans son fonctionnement. Et c'est sur la base de ça, maintenant, on peut voir comment orienter, s'inscrire dans le développement de la ville, ou bien comment on peut changer et donner d'autres logiques d'orientation de développement en continuité avec l'existant ou bien dans le rond avec ce qui existe. Ce qui existe comme ça aussi, c'est des éléments importants à regarder. La morphologie aussi, elle peut être étudiée dans une approche structurelle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la géographie structurelle. Donc, je suis obligé de voir ce qu'est la géographie structurelle. Ça veut dire qu'elle a essayé d'appliquer le structuralisme, la philosophie structurelle, l'analyse structurelle qu'ils ont essayé de transposer dans la géographie, notamment dans l'analyse des villes. Et pour étudier les formes de verbe, comment elles sont créées, comment elles évoluent, et comment aussi on peut les lire en les liant à des explications et à des histoires et des trajectoires particulières. Il y a par exemple Gilles Bichot ou Gaëtan Desmarais qui ont beaucoup travaillé sur la géographie structurelle pour expliquer même parfois le développement de villes anciennes. Par exemple, comme Rome, une ville comme Paris. Quelles que soient ces évolutions, la géographie structurelle doit avoir une autre lecture. Parce que eux, elle part du principe que la vie, elle est créée, et même le tour de sa à tout la géographie structurelle. Parce qu'ils disent qu'au début, la vie est créée à partir d'un lieu qui est interdit de propriété, qui est symbolique, qu'on ne peut pas posséder. De personne qui possède. Par exemple, la ville de Tours, ce lieu, il est facteur de l'interdit de propriété. Ça veut dire que personne ne peut l'approprier pour dire que c'est mon bien, ça m'appartient. Et donc, on voit aussi comment il est cher. Il est cher, il est interdit, on contrôle. C'est ce qu'on appelle le vapour. Le vapour, c'est comme les pays, si vous allez dans tous les pays, il y a des villages. Il y a un village qui est pays, par exemple, je ne sais pas, un niveau de pays, à l'époque de autres, qui est l'espace public par essence à partir duquel le village s'organise, qui est l'espace symbolique, l'espace sacré. Que personne ne peut venir pour dire que cette partie du pays qui m'appartient. C'est interdit de l'autre, c'est comme autour. Et maintenant, la vie va se développer autour de ce lieu symbole. Maintenant, les gens vont se développer tout autour, avec des logiques de dispersion, des trajectoires autorégulées et des trajectoires autorégulées, régulées en fonction de notre position dans cette société. C'est ce qui existe de trajectoire pour choisir le mode d'implantation. C'est ce qui n'existe pas sur une trajectoire exorésique, au-delà des phénomènes d'évasion, à partir des axes symboliques, à partir desquels la vie se développe. Et on va voir comment la vie va se développer sur la base de ces grilles de lecture, la géographie structurelle va développer le schéma de lecture de l'expansion des villes, pour expliquer même parfois que dans des villes où on pensait parfois que même les structures, les murailles, que c'était pour des raisons sécuritaires, parfois même quand on prend le cas de Genève par exemple, c'est pour des raisons économiques. Parce que entre les conservateurs de l'évolution, à partir du moment où cette structure vous différenciez avec l'extérieur, vous rendez plus attractif pour créer de la valeur foncière et de la valeur immobilière à l'intérieur de ce pays, et ce qui va entrer dans les grandes situations et dans les grandes
urbaine, donc pour expliquer parfois ces éléments s'échangent pas. Donc il y a une grande manière de voir la réalité de l'étude, que chacun maintenant selon ses choix, chacun selon ses sens. Ça c'est plutôt selon l'approche qu'il considère comme étant la plus pertinente à rapport avec son objet. Donc l'approche spatiale, l'approche structurale, mais aussi l'approche son, l'approche sociale, comme on appelle l'approche du sort. L'approche sociale, on le voit en partie à l'école de Chicago, c'est-à-dire la sociologie urbaine, l'école Gusset, l'école de Chicago, qui a développé ce qu'on appelle la morphologie du sol, la morphologie sociale. Comment, dans la vie américaine, les différents groupes sociaux sont organisés dans l'espace de manière hiérarchique sur la base de leur pouvoir économique, sur la base de leur appartenance militaire. Donc c'est dit, si vous ne lisez pas, si vous n'entrez pas par la morphologie sociale, vous ne pouvez pas comprendre la ville américaine, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les Noirs sont tenus au centre des villes américaines, les latino-américaines. En difficulté dans cette histoire. Comment? C'est pourquoi, par exemple, l'américain, l'esprit communautaire ne le dérange pas. Le communautarisme, ça, c'est un problème franc. C'est un problème français. L'islam, c'était le communautarisme, alors qu'aux États-Unis, les gens nous parlent de vivre la communauté noire, la communauté hispane, la communauté asiatique, les protestes, les blancs, donc ils fuient parce que là-bas, l'idée communautaire est assez forte et elle marque le paysage, elle marque l'espace, c'est pas quelque chose de top. C'est pas quelque chose de top. Ailleurs, c'est un top. Donc, l'importance de la morphologie sociale, pour éviter la répartition du peuplement, quels sont les différents groupes sociaux selon le groupe socio-démographique, comment la vie est pratiquée et les conflits socialement et les pas des pratiques, notamment Marcel Boncaillot a bien analysé ça dans la grammaire de l'école de Chicago est pionnière, je vous envoie l'école de Chicago pour la politique sociale. Aussi à Raymond Lucu, sur tout ce qui est la relation entre forme sociale et forme urbaine. Les deux sont très liés, on ne peut pas les séparer, on ne peut pas les différencier. Et même dans le cas des villes sénégalaises, par exemple, comme le cas de Dakar, je pense qu'il y a pas mal de quoi privilégier aussi ces différenciations socio-spatiales à Dakar. Sur la base des postes, je vous renvoie à l'article de Digal Moudiaï, qui a publié dans les Cahiers du Québec, sur les différenciations sociales et spatiales à Dakar. Et vous allez voir sur la base des catégories socio-professionnelles comment on se répartit dans l'espace urbain. Et même la Souka de Bob, je vous renvoie à la Souka de Bob. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'avoir pensé. Peut-être que vous n'avez pas ici. En tout cas, c'est qui était au département de géographie, donc un spécialiste de la géographie urbaine, qui a fait sa thèse sur Dakar, ce qui est beaucoup urbain. Et il a très bien analysé, par exemple, le profil socio-démographique des quartiers de Dakar avec l'extension des évolutions, comme il a dit, comment cette différenciation sociale ça s'exprime dans l'espace, dans le paysage, pour montrer aussi la spécificité de Dakar par rapport aux autres, par rapport à d'autres villes, notamment ouest-africaines. Dans cette ville africaine, par exemple, comme Plaza, notamment, on lit la différence du pays entre les gens du nord et les gens du sud. Et même dans la ville, vous allez voir les quartiers des gens du nord
des quartiers des gens libres. Ce marquage-là, il est très prégnant dans certaines pays, notamment africaines, ou bien sur la base du regroupement ethnique. Et puis ce qu'on voit moins, par exemple, à Dakar, ou à Sylvain, mais dans la ces compositions-là, encore dans l'espace humain, dans le village. C'est une construction sociale qui est centrale et indispensable pour qu'il ne soit pas les formes urbaines, je ne crois pas. On sait là.